Bon, est-ce que ça vous dit alors de faire ce deuxième jeu qui va consister à se balader sur Wikipédia? J'ai ouvert. Je sais pas si vous voulez que je vous laisse. Je sais pas. Moi, quand on change comme ça, j'ai toujours soit l'impression de brusquer les gens, euh, de pas laisser assez de temps pour, tu sais, avoir une fin d'une séquence pour se préparer au début d'une deuxième séquence. Mais du coup, grâce à cette phrase, j'ai l'impression de vous avoir laissé le temps un petit peu de digérer. Du coup, ce que j'ai ouvert, c'est le portail politique suisse. Cette page-là, on va pas forcément la lire, on va la passer en revue. Et ensuite, vous allez dire dans le chat, je vais pas faire de sondage parce que je trouve que les sondages, ça dure trop longtemps, etc. D'autres fois, c'est intéressant, mais là, pas. Enfin, là, on va pas faire, voilà, c'est tout. Du coup, en passant en revue la page Wikipédia, on va choisir une thématique et un mot bleu à cliquer. Ensuite, on va regarder cette page, on va la lire, on va peut-être donner d'autres informations, etc. Et on choisira à nouveau un mot bleu dans la page qu'on a choisie, ce qui nous donne un... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un effet domino. Donc là, on part sur politique suisse. Si ça se trouve, à la fin, on va arriver à la recette du cassoulet. On ne sait pas. On ne sait pas où ça peut nous mener. Et c'est là la beauté de la chose bien faite. Oui, voilà. Évidemment, ensuite, je me prends pour Édouard Baird. Du coup, portail de politique suisse. On nous propose au début chemin de fer en Suisse, parce qu'on a le meilleur réseau de chemin de fer en Suisse, hein, et on pourrait voir pourquoi, comment, où. Culture de la Suisse. Avons-nous une culture? Quelle est-elle? Posons-nous les questions. Politique suisse, géographie de la Suisse, extrêmement intéressant également. Index thématique. Là, donc, je vous récite un petit peu. Vous prenez des notes. Vous vous dites, ah, ça m'intéresserait de faire. Ah, non, plutôt ça. Donc là, on a les institutions, politiciens en exercice, ça peut être marrant à regarder. Élections, partis politiques, si vous n'êtes pas trop au clair, ou alors si vous voulez qu'on digue un peu plus sur l'histoire de l'UDC, du PLR, je ne sais pas. Procédure législative, alors ça, autant vous dire qu'on pourrait en apprendre des trucs. Mais est-ce que c'est chiant et complexe? Initiative populaire, ça peut être intéressant, voir l'histoire des initiatives, etc. Politique étrangère, politique cantonale, politique communale. Parmi les articles les mieux notés, politique en Suisse, élection du Conseil fédéral suisse de 2007. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2007 lors de l'élection du Conseil fédéral? Qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Posons-nous la question. Landsgemeinde, le principe de la votation à main levée. Tu vas pas mettre ton petit courrier à la poste, mais tu lèves et il y a quelqu'un qui vient compter qui pour, qui contre. Liste des conseillers fédéraux en Suisse. Ça peut être marrant de un petit peu regarder. Introduction. La politique de la Suisse est celle d'un État fédéral. Qu'est-ce qu'un État fédéral? On pourrait potentiellement cliquer sur ce mot. Mais vous déciderez. Comportant 3 niveaux politiques. La Confédération, les cantons et les communes. Les 26 États fédérés ou cantons cèdent une partie de leur souveraineté à l'État fédéral. État démocratique, il se caractérise par une démocratie semi-directe. Qu'est-ce que ça veut dire semi-direct au fait? L'importance des droits civiques, politiques et fondamentaux, ainsi que la neutralité en politique extérieure. La politique interne respecte la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que c'est ça? Montesquieu, c'est qui? Il répond à la nécessité de recherche de consensus lié aux diversités régionales et linguistiques par une représentation équilibrée au sein des institutions. Ça nous donne ainsi un petit contexte. Ensuite, j'ai vu Rebelle Suisse, t'as dit Constitution de 1848. Mais je continue, je retiens que toi, tu as envie de faire Constitution de 1848. Ensuite, pouvoir exécutif, Conseil fédéral, président de la Confédération. Neutre, Assemblée fédérale avec Conseil national et Conseil des États. Alors, si par hasard, pour vous, c'est pas clair comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est le Conseil national, qu'est-ce que c'est le Conseil des États, qu'est-ce que c'est le Conseil fédéral, ça peut être le moment de vouloir regarder ces pages-là.
Tribunal fédéral, je m'y connais pas bien en droit, mais on pourrait regarder, justement, ça serait l'occasion. Administration, chancellerie, ça, on pourrait. Présidente de la Confédération, Viola Amherst. Alors non, certainement pas. On a changé depuis le 1er janvier. Maintenant, c'est Karine Keller-Sutter. On a regardé la semaine passée sa magnifique allocution présidentielle de la nouvelle année. Conseil fédéral, Karine Keller-Sutter, Viola Amherst, Albert Rochety. Albert Rochety qu'on porte haut dans notre cœur parce que c'est un salut d'essai qui est vendu au lobby du nucléaire et des automobiles. Kandersteg. Quand est-ce que le Conseil des États travaille? Eh bien, ça, on pourrait en parler. Alors, réponse assez courte. Le Conseil des États travaille en même temps que le Conseil national. Pendant les sessions parlementaires, il y en a 4 par année. Une au printemps, une en été, en automne, en hiver. C'est à chaque fois 3 semaines. Et le Conseil national et le Conseil des États siègent toujours en même temps, mais évidemment dans une salle séparée. Et entre les sessions, il y a les commissions parlementaires où les parlementaires vont en fonction de leur spécialité. Ensuite, les différentes élections législatives. On pourrait regarder un petit peu l'évolution. Ça, moi, je trouve intéressant à regarder. Vous savez, les tableaux en fonction des années, des élections législatives, voir l'évolution des parts des différents partis en Suisse, voir quand est-ce que l'UDC est devenu premier parti du pays, voir quand est-ce que le PS a explosé, ensuite une lente chute. Le PLR, qu'en est-il? Ça, on pourrait regarder, c'est intéressant. Les différents partis politiques, ça, si vous avez envie de voir l'histoire ou la formation d'un parti politique, on peut regarder. Initiative populaire. Ça, on en avait parlé aussi dans un live. Interdiction d'abattre le bétail de boucherie sans l'avoir préalablement étourdi. Ça, c'était la première initiative populaire acceptée. Était une initiative antisémite. C'est super. Et puis ensuite, les différents cantons, on peut aussi regarder. Et là, il y a encore une liste des arborescences. Politique en Suisse par canton. Ouais. Extrême droite en Suisse, tiens. Ça peut être intéressant. Événement politique en Suisse. Diète fédérale. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça peut être marrant aussi à regarder. Nationalisme suisse. Qu'est-ce qui peut être encore intéressant? Ouais, politique extérieure. Protection sociale et syndicalisme en Suisse. Ça peut être intéressant aussi. Est-ce que vous avez des envies particulières? J'ai déjà retenu Constitution de 1848. On me dit histoire de l'UDC. Pour moi, c'est pas que une question de est-ce qu'on est au clair, c'est on lit, mais aussi on rajoute des informations, des réflexions, etc. Les partis politiques, ok, donc je retiens, il y a 2 voies pour, disons, les partis politiques en général, et on commencerait par l'UDC. Une voie pour la Constitution de 1848. Comment l'état de droit est garanti? Ouais, alors là, c'est du droit, mais ça serait intéressant aussi. Mais c'est ton deuxième vote, rebelle suisse. Ok, alors, si ça vous va, on part sur les partis politiques en Suisse. Il y avait où le portail directement pour les partis politiques? Évidemment, quand on cherche à nouveau un truc, parti politique suisse. Alors, on va faire en général et ensuite, si ça vous va, on va regarder potentiellement, si on a le temps, un par un. Ça vous va si je lis? On regarde si certaines parties sont trop longues et je saute, mais je crois que là, il n'y a pas énormément de texte. C'est super. Alors, les partis politiques sont très nombreux en Suisse, provoquant une fragmentation importante du paysage politique, contrairement à d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, où les institutions amènent presque naturellement à avoir principalement 2 partis politiques. En Suisse, pas du tout. On a vraiment pléthore de partis politiques. Les 4 partis les plus importants, présents dans la plupart des cantons, sont l'Union démocratique du Centre, UDC, le Parti socialiste, PS,
le Parti libéral radical PLR et le centre, ancien PDC. Les Verts vertes sont le plus important des partis non gouvernementaux à l'échelon fédéral. Alors quand on dit non gouvernemental, en gros, c'est qu'ils ne siègent pas dans l'appareil gouvernemental qui est le Conseil fédéral. Donc avant, on a vu les 7 conseillers et conseillères fédérales, Karine Keller-Sutter, Albert Rochety, Elisabeth Baumschneider, etc. Sont 7. Et le Parti des Verts est le seul parti d'importance vraiment fédérale à ne pas siéger au Conseil fédéral. Mais il le demande, d'avoir un siège. Si la Constitution fédérale reconnaît le rôle des partis politiques depuis sa révision en 1999, ceux-ci ne sont pas encadrés par la loi. Il n'y a, par exemple, contrairement à d'autres pays, pas de règles sur leur financement. Et oui, tu peux avoir des pays qui ont plus ou moins de cadres pour définir qu'est-ce qui est un parti politique ou qu'est-ce qui ne l'est pas. En Suisse, c'est beaucoup plus flou. À partir du moment où tu te retrouves entre certains gugus et tu décides de faire une liste commune pour une élection, tu es de facto un parti politique. Alors, depuis 1999, il y a un peu plus de conditions, mais de fait, c'est plus ou moins ça. Situation juridique des partis politiques. La Suisse n'a pas de définition juridique générale des partis politiques. Ceux-ci prennent le plus souvent la forme de l'association, afin d'acquérir la personnalité juridique. Donc théoriquement, ETICOS pourrait être un parti politique. Non, on ne va pas encore se présenter. Ne vous inquiétez pas. La nouvelle constitution fédérale du 18 avril 1999 contient toutefois un article relatif aux partis politiques, ce qui n'était pas le cas dans la Constitution fédérale de 1874. Donc 1999, c'est la dernière révision totale de la Constitution. La Constitution, c'est le texte de loi qui est vraiment le socle central dans une démocratie. La Constitution, c'est au niveau d'un pays, il n'y a pas plus haut en termes de loi. Ensuite, tu as les droits humains fondamentaux, internationaux, etc. Mais la Constitution, c'est là où on va définir les institutions du pays, comment tu votes, quels sont tes droits inaliénables, quels sont tes devoirs essentiels. C'est là-dedans que vraiment tu as les textes les plus importants. C'est ça la Constitution. Et la dernière révision totale, c'est 1999. Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté populaire. Il est toutefois admis que cet article n'a qu'une portée déclaratoire. Donc quand c'est déclaratoire, c'est qu'elle n'a pas vocation, si je ne me trompe pas, si je me souviens encore bien de mes cours d'introduction au droit, quand c'est déclaratoire, c'est que ça n'a pas de vocation obligatoire ou autre. Donc si c'est pas obligatoire, ça veut dire que tu peux pas dire « Ah non, vous n'avez pas le droit d'être un parti politique parce qu'en réalité, vous ne contribuez pas à former l'opinion et la volonté populaire. » Ça, tu peux pas. Voilà. Ils ont posé cette phrase pour un petit peu encadrer la définition du parti politique. Il n'existe pas d'obligation pour les partis politiques de se faire enregistrer. Les partis qui le souhaitent peuvent demander à figurer dans un registre public tenu par la chancellerie fédérale s'ils comptent au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'ils soient représentés dans au moins 3 parlements cantonaux par au moins 3 députés par... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ici, ce que je trouve intéressant. Mais du coup, les partis sont hyper influençables en Suisse, comme ils peuvent accepter de l'argent de tout le monde, comme Nestlé par exemple. Alors, non. Parce que ça serait intéressant une fois d'avoir une juriste spécialiste dans ces questions. Parce que c'est un peu plus technique que ça quand même. Tu peux pas faire des dons à un parti politique parce qu'à partir du moment où tu es inscrit à la chancellerie fédérale, où tu as fait ta demande d'être inscrit à la chancellerie fédérale, pour le coup, à ce moment-là, tu es officiellement un parti politique. Et dans ces cas-là, tu ne peux pas recevoir des sommes au-delà d'un certain montant par année par une entreprise ou par un individu. Les montants diffèrent en fonction de si c'est une entreprise ou un individu. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça veut dire que le montant
doit être définie. Et depuis la loi sur la transparence politique, maintenant, au-dessus d'un certain montant, tu es obligé de déclarer d'où provient l'argent. Donc si c'est Nestlé qui te donne 5000 balles, tu dois le déclarer. Tu dois dire que c'est Nestlé. Tu peux pas juste dire c'est quelqu'un, on peut pas vous dire qui. Ça, tu es obligé de le dire, mais tu as le droit de recevoir de l'argent avec certaines limites quand même. Nestlé ne pourrait pas donner, par exemple, 20 millions au PLR. Ça, c'est pas possible. Mais ils peuvent donner de l'argent. Ici, c'est un point que je trouve intéressant. C'est l'évolution de la position des partis politiques. En traitillé, alors je suis désolé s'il y a des daltoniens ou daltoniennes, parce que là, les couleurs sont pas hyper visibles. Ça laisse de la place pour magouiller de toute façon, ça c'est clair. Ça c'est, enfin, la politique en général, mais surtout la politique suisse, c'est magouille et compagnie, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, vous avez les différents partis politiques importants en Suisse et leur évolution sur l'échiquier politique, avec un axe gauche-droite au niveau économique et un parti au bas conservateur, au progressif libéral, conservateur d'un point de vue aujourd'hui qu'on dirait sociétal. Moi, j'aime pas trop le terme sociétal, mais on pourrait le dire comme ça. Et en haut, progressif libéral, donc plutôt ouvert. Sur CNews ou sur Léman Bleu, en haut, il dirait woke et en bas, il dirait juste des gens. Et ce qui est intéressant sur ce graphe, c'est que du coup, vous avez 2 ronds par parti politique. Vous avez le rond traitillé qui est... Est-ce que... Ouais, non, ça sert à rien que j'agrandisse. Vous voyez ou pas? Je peux agrandir encore un peu si vous voulez, mais vous me dites. Vous avez les ronds en traitillé qui sont la position des partis en 1984 et en rond plein, la position des partis en 1800... en 2010, pardon. Et donc, on peut voir l'évolution sur l'échiquier politique des différents partis. Alors, on commence par la gauche. Le PS, le PS, qui est ici. Le PS est passé de ultra-progressif libéral et très à gauche à un chouïa moins progressif et un tout petit peu moins de gauche au niveau économique. À noter que ici, quand t'es tout à gauche, ça veut pas dire que t'es bolchevique. Hein. Ici, quand t'es tout à gauche, ça veut pas dire que c'est pas possible d'être plus à gauche. Parce que le truc, c'est que le centre du graphe est centré sur la valeur moyenne des votants. Donc, le PS est à gauche, autant à gauche par rapport à la moyenne des votants suisses. Faut se mettre ça en tête. OK? Mais donc, on constate que les dernières données du graphe sont il y a 10 ans aussi, donc ça peut être encore différent maintenant. Alors, je suis d'accord, ça peut encore être différent, mais je trouve que c'est quand même intéressant pour voir les mouvements qu'il y a pu y avoir. Mais sur quels critères, en fait, on arrive à quantifier ces changements? Genre, en 40 ans, il y a des questions politiques qui n'existaient même pas, ou inversement. Si je comprends bien, dans la manière dont ça a été fait, c'est en pourcentage par rapport à une agglomération des votants suisses sur, j'imagine, les questions de votation, parce que c'est ça ce qui est le plus facile à quantifier d'un point de vue statistique. Parce que d'un point de vue statistique, valeur moyenne des votants, c'est simple. T'as 50% ont voté ça, 50% ont voté ça, ça va te donner une moyenne, et ensuite, tu définis si la votation, c'était plutôt une question de gauche, une question de droite, une question conservatrice ou libérale progressiste. Après, je suis d'accord que ça peut porter à confusion, parce que par exemple, souvent dans ces questionnaires, ils vont mettre dans libéral progressiste, par exemple, l'acceptation à entrer dans l'Union européenne. Du coup, je suppose que c'est pour ça que notamment le Parti suisse des travailleurs
est relativement bas par rapport à libéral progressiste. Parce qu'ils sont contre l'ouverture au marché extérieur, essentiellement. Donc, évidemment que ça peut biaiser, mais ça donne un indicateur. Donc, je disais, le PS a légèrement évolué. On voit que par rapport à la moyenne suisse, le Parti suisse du travail n'était pas si éloigné d'un point de vue économique au PS, mais un peu moins libéral progressiste, et a eu plus ou moins le même effet que le PS, c'est-à-dire un peu plus vers le centre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ces partis qui se sont recentrés. Oui, on reparle de gauchisme. Bienvenue. Ça ne veut pas forcément dire que c'est les partis qui se sont déplacés vers le centre. Ça peut aussi vouloir dire que le centre s'est plus déplacé vers la gauche. On se perd sur Wikipédia pour parler de politique suisse. Là, on est sur la page les partis politiques en Suisse. Ensuite, les Verts vertes. Ce qu'on constate, c'est que au départ, mais ça c'est assez typical, c'est que au début, les Verts vertes, ils n'étaient pas tant prononcés que ça d'un point de vue gauche-droite. Ils étaient là, c'est l'écologie avant tout. Mais maintenant, ils sont très clairement alignés avec les autres partis de gauche et ils se superposent quasiment avec le PS. Il y a vraiment peu de votes, que ce soit au Parlement ou encore moins aux votations, pardon, où ils sont pas d'accord. Ensuite, on va regarder ici. Attends, comment on fait? Vous voyez ou pas? Attendez. Voilà. PLR. Mais merde! Voilà. PLR. Ils sont passés à droite. Je vais le faire un peu plus rapidement si ça vous va. Ont l'air de souffrir à l'interne entre libéraux et socialistes. Oui, ça aussi. On observe l'évolution des partis suisses selon les moyennes des votants. Oui, c'est ça. C'est aussi parce que les plus droitards des Verts ont fondé les Verts libéraux, non? C'est en partie... Oui, c'est vrai. Mais il y a eu ça dans tous les pays occidentaux où les partis écolos de base avaient en leur sein également des droitards qui étaient juste fans de chanterelles et de papillons et qui du coup, une fois que les partis écolos ont commencé à plus s'afficher de gauche, bah, sont partis. Et ont fondé les Verts libres ici, ont fondé d'autres partis un peu centristes, verdâtres. Enfin, ça, c'est assez récurrent. Oui, en partie, mais actuellement, les Verts ont vraiment le cul entre deux chaises. Alors oui, aussi, et notamment, et ça on le voyait avant, c'est que c'est le seul parti qui n'est pas au Conseil fédéral. Et le problème, c'est que les Verts vertes veulent accéder au Conseil fédéral. Alors selon moi, c'est une erreur stratégique politique essentielle. Essentielle. Parce que s'il y a bien une utilité à faire de l'histoire de la politique, c'est d'apprendre des erreurs de ses compagnons de chemin, ses compagnons de route. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, selon moi, et c'est pas un scoop, hein, je le dis tout le temps à mes collègues et tout, selon moi, c'est une erreur historique pour le PS d'avoir accepté de siéger au Conseil fédéral. Parce que en siégeant au Conseil fédéral, ça te met dans une position où tu sais que tu vas être minoritaire. Parce que les décisions au Conseil fédéral se font à la majorité, mais ensuite sont une décision collégiale. Donc une fois que la majorité a décidé, tu dois te taire et tu dois soutenir ce que la majorité a décidé. Donc tu sais que tu vas rester minoritaire au sein du Conseil fédéral. Tu sais que les décisions sont à la majoritaire, donc tu vas jamais gagner en fait, si tu es minoritaire. Et que les décisions sont à la majoritaire, tu vas jamais gagner. Mais tu vas quand même devoir défendre les décisions du Conseil fédéral qui est majoritairement de droite, pardon. Eh bien, tu vas pas pouvoir mener une politique de gauche et tu vas, au contraire, devoir aller dans les médias pour soutenir des politiques de droite. Et ensuite, également, au Parlement, tu as les droitards qui vont dire à la gauche, au PS, attention, si vous faites un truc trop radical, on vous jette du Conseil fédéral. Et du coup, toi, comme tu as envie de rester au Conseil fédéral, parce que tu es persuadé que c'est comme ça que tu vas changer le pays,
bah t'y restes. Tu te calmes, tu te déradicalises. Et tu vois, hop, PS Suisse, et tu vois, attendez, excusez-moi, pas bien ce... Attends, il y avait... Et tu vois le résultat de cette politique d'accepter de rentrer au Conseil fédéral. Donc, premier conseiller fédéral socialiste, c'est quelle année déjà? C'est quelle année déjà qui rentre au Conseil fédéral? C'est genre 43, non? Euh... Le plus important de la Chambre basse. Donc en 43, si jamais, le PS, c'est le premier parti au Conseil national. Hein. Donc c'est gigantesque. 49, premier président socialiste, donc c'était déjà avant. Je sais plus. Vous avez l'année où on rentre au Conseil... Enfin, où le PS rentre au Conseil fédéral? Pop, 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 pop. Ouais, c'est Ernst Nobst en 43. Donc, je vous dis 43, hein? Le PS rentre en 43 au Conseil fédéral. Qu'est-ce qu'on voit sur les voix? 43, ici, hop, premier parti du pays. Alors moi, quand je montre ça à mes collègues, ils sont là, non, mais il y a d'autres explications, etc. Oui, oui, il y a d'autres explications. Mais quand même, là, quand tu vois la trend, le machin, là, t'as que à partir de 1919, mais le machin, ça fait un boom gigantesque dans un pays où normalement, t'avais que le parti radical et le parti libéral et un peu de PDC, mais c'était tout. Ils se gardaient le pouvoir pour eux. Le PS débarque, ça rafle toutes les votations. Ça, dé... ça défonce. Ils prennent tous les sièges. Ils deviennent premier parti au Conseil national. Ils ont une dynamique de dingo. Ils acceptent un siège au Conseil fédéral. Politique de respectabilité. Politique des compromis. Politique de la collégialité. Et tu vois le résultat. Et donc c'est pour ça que les Verts, ils ont le cul entre deux chaises parce qu'ils essayent d'aller au Conseil fédéral, parce qu'ils sont persuadés que c'est comme ça que tu fais changer les choses, etc. Et que moi, je considère que c'est une erreur monumentale. Monumentale. Tu ne peux pas être de gauche, vouloir tenir un discours de gauche et mettre en place un programme de gauche en acceptant d'aller dans un gouvernement à majorité de droite. Enfin, je ne sais pas comment il faut l'expliquer. Je ne sais pas comment il faut le tourner pour que ça fasse sens dans leur tête. La gauche ne peut prendre le pouvoir que quand le pouvoir est possible à prendre en entier, pas en le partageant avec la bourgeoisie. Parce que la bourgeoisie, c'est l'ennemi. Parce que la bourgeoisie, la droite, veut nous démonter. Et le problème, effectivement, c'est que la manière dont la politique suisse est faite, c'est que souvent, la majorité du temps, à la tête des partis, et notamment de gauche, comme les Verts Verts ou le PS, bah, ça va être des personnes qui vont favoriser le consensus, qui vont arriver à la tête de ces partis et qui vont définir les lignes politiques. Est-ce que les Verts Verts sont vraiment de gauche? Moi, je trouve que, tu vois, on peut répondre non. On peut répondre non, les Verts sont pas de gauche. On peut, hein. Mais ensuite, tu vois, quand je regarde les discours d'un Nicolas Walder, conseiller national genevois des Verts, qui est un des premiers à avoir tenu des discours assez forts
aux tribunes du Conseil national par rapport à la Palestine, en soutien à la Palestine, bah, j'ai de la peine à dire directement sans sourciller que les Verts Verts ne sont pas de gauche. Je pense qu'il y en a qui sont de gauche. Je pense que dans les membres, je pense que dans les... Ouais, dans la base, t'en as qui sont juste à vouloir bouffer du tofu et rouler à vélo, mais t'en as qui ont vraiment une construction politique de gauche. Et je pense que parmi les élus, il y en a quand même quelques-uns qui sont réellement de gauche. Ça ne veut pas dire la majorité, ça ne veut pas dire que c'est des révolutionnaires, etc. J'y vois quand même beaucoup de bourgeois. Si tu veux accéder à une tribune politique en Suisse aujourd'hui, tu dois être bourgeois. D'une manière ou d'une autre, hein, avoir un habitus bourgeois. Tu dois... Et même pas, en fait. Je dis ça et en fait, je me contredis. Ça vaut pour la France, mais en Suisse, le problème, c'est que au plus tu parles comme un paysan, au mieux c'est. Mais oui, je pense que c'est des alliés. En tout cas, pour l'instant. Je pense que c'est des alliés pour l'instant. Je pense que ce sera potentiellement moins des alliés quand ils seront au Conseil fédéral. Voilà. Voilà pour les Verts vertes. Du coup, PLR, glissement à droite. PDC, ils n'ont pas changé. De toute façon, ils n'ont jamais eu de personnalité. Je regarde. Ah, Seine. Très juste. Merci. UDC. C'est là où moi je trouve intéressant. UDC. Là, on a le retrait de 1985. OK? On se dit, mais il est où le rond de 2010? On le trouve pas? Ben, attendez! Ils sont là! Ils sont là, les gus! Ils sont passés de libéraux de droite à extrême droite. En fait, là où... ça, c'est l'histoire de l'UDC. Hein. Ils sont restés sur plus ou moins la même ligne économique, voire même ils sont encore plus à droite économiquement. Mais là où ils ont énormément changé entre 85 et 2010, c'est sur le plan sociétal, où ils se sont radicalisés à mort. Avant, ils étaient plutôt libéraux, sur le plan sociétal. Là, plus du tout. Là, il y a juste l'Union démocratique fédérale qui sont des énormes fachos, enfin des nazions, qui les battent, mais autrement, t'as pas plus à droite. Et ils ont fait une dégringolade, et là, je vais vous sortir, cette fois, la page wiki de l'UDC. Attends, page wiki de l'UDC. Parce que tu te dis, bah, c'est quoi ce calcul de autant se radicaliser? Enfin, ça dégringole. Donc, en gros, ils sont toujours autant à vouloir pas d'État pour aider la classe ouvrière. Mais maintenant, en plus de ça, ils tapent sur les étrangers, sur les homosexuels, sur les femmes, sur tout ce que vous voulez. C'est quoi ce calcul? Eh ben regardez. Eh ben regardez ce que ça donne, ce genre de politique. Ah, elle est belle, la Suisse, hein. Ah, elle est belle. Quand t'es de droite, au niveau économique, mais qu'au niveau sociétal, bon, bah voilà, on fait comme les autres. On est pour le progrès, mais on n'est pas pour la pagaille. Bah ça marche pas. Et puis ensuite, t'as un certain Christophe Blocher, qui arrive à la tête de l'UDC, à la fin des années 80, et qui commence à bousculer les lignes et à dire qu'ils vont changer les modes de communication et de campagne. Et il a développé ce qui s'appelle l'aile zurichoise de l'UDC. Parce qu'avant ça, c'était l'aile bernoise, qui est l'aile agraire. Parce qu'avant que ça s'appelle l'UDC, c'était le parti
des artisans et agriculteurs ou un truc comme ça. Et du coup, oui, ils étaient de droite, petits bourgeois, mais pas, pas plus raciste qu'un autre parti de droite, pas plus sexiste qu'un autre parti de droite. Et tu as ensuite l'aile zurichoise qui s'est développée avec Blocher et qui a créé le succès de l'UDC. Dis-moi, Web, tu connais Rassemblement Roman Patriote? Non, ça me dit rien, Rassemblement Roman Patriote. Oui, mais du coup, être raciste, ça fonctionne pour gagner. Bah, on est foutu, non? Eh bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que là, en tout cas, à cette période, attention, il faut jamais considérer que du coup, c'est une réalité universelle, intemporelle, etc. En tout cas, à cette période, ce qui était le bon cheval sur lequel miser pour la droite, c'était de devenir de plus en plus raciste, de plus en plus sexiste, homophobe, mais surtout taper sur les étrangers. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné du tonnerre. Et donc, ce shift-là, c'est... Là, on est sur une UDC qui est encore plutôt agraire, plutôt elbernoise. Ça, c'est l'UDC Blocher, Zurich, des banquiers qui vont mettre en avant des gens qui ont fait des apprentissages pour leur faire dire que les étrangers ont volé leur travail. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on est foutu? Moi, je pense pas. Déjà parce que tu vois que ça fonctionne qu'un certain temps. On va voir hein, dans le futur. Mais on voit que c'est pas une montée non plus. Ils n'ont pas pris les pleins pouvoirs. Ok, je connaissais pas le nouveau parti facho roman. Comme si on n'avait pas déjà assez. En France aussi. Les partis de gauche acceptables, c'est ceux qui ont viré racistes. Oui, parce que c'est un peu le Zeitgeist, comme on dit en allemand, l'esprit du temps, le racisme. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, hein. Mais c'est juste que pendant, par exemple, les 30 Glorieuses, la question de classe était beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Et le truc, c'est que là, ils ont pris l'ascendant en ayant ce tournant raciste, mais aussi, ce que ça signifie, c'est que maintenant, ils réussissent à dicter le ton des thèmes importants en Suisse. C'est-à-dire que la gauche, le PS, vous le savez, moi j'y travaille, on se tue à essayer d'imposer dans les médias nos thèmes. Le pouvoir d'achat. Alors moi, j'aime pas ce terme. Pour moi, le pouvoir d'achat, c'est un terme de droite. Mais au moins, parler des inégalités, parler de la pauvreté, parler des inégalités entre les genres, parler de ce genre de choses. On essaye hein, de l'imposer dans les médias. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire le taf qu'on veut. Si l'UDC débarque avec ses gros sabots et une initiative bien raciste ou une sortie bien vénère, ça va tourner en boucle là-dessus. Ça va tourner en boucle là-dessus. Moi, je pense que l'UDC, ça va pas durer non plus. Moi, je pense que l'UDC, ça va pas durer non plus. Après, le truc, c'est que maintenant, ils font des nouvelles tentatives. Maintenant, ils essayent à nouveau de se déradicaliser d'une certaine manière. Parce que si vous êtes de la même génération que moi, plus ou moins, vous vous souvenez des premiers infrarouges que vous avez regardés, certainement, avec des Freisinger. Des Freisinger, les gars. On réécoute des trucs de Freisinger aujourd'hui, mais on se dit, mais comment ça pouvait passer sur le service public? Quelle honte! Quelle honte! Aujourd'hui, ils ne mettraient plus un Freisinger. Ils mettent un Freisinger pour réfléchir aux campagnes dans l'ombre, mais ils ne le mettraient plus sur le plateau de télé. Ça a changé. Maintenant, ils te mettent un Nicolas Colli. Alors oui, qui va passer 1 heure sur infrarouge à te dire « Oui, et les toilettes non genrées ». Mais il va avoir une bouille un peu plus sympathique. Il va être moins agressif dans le ton. Et ça, c'est la nouvelle stratégie de l'UDC. C'est de garder leur thématique de prédilection, c'est-à-dire le racisme, mais cette fois de le faire avec un vernis un peu du genre idéal. Moi, je suis pas raciste, xénophobe peut-être. Et un Rushdie, il représenterait quelle aile? Rushdie, c'est clairement l'aile zurichoise. Rushdie, c'est vraiment un produit de l'aile zurichoise. Mais c'est là où il est fort, Rushdie, typiquement. C'est que c'est un produit de l'aile zurichoise,
mais il se fait passer pour un gars modéré. Il se fait passer pour un Parmelin. Parmelin, lui, c'est vraiment de l'aile bernoise. Et l'UDC a toujours joué avec ça. De quand même mettre parfois en avant de l'aile bernoise pour dire, mais si, regardez, on est encore agriculteurs, on est encore juste à vouloir défendre nos terres. Et en fait, les têtes pensantes de l'UDC, c'est l'aile zurichoise. Les JUDC sont ouvertement fascistes et les libéraux se trumpisent. Ça pose problème à l'aile conservatrice paysanne de l'UDC. Oui, ça crée des dissensions. Ça crée des dissensions parce que les jeunes UDC sont clairement sur une mouvance fasciste. Et les libéraux, le PLR, maintenant, ils s'amusent à faire du Trump sur les questions principalement économiques, mais sur d'autres aussi. Qui joue un... Khalil, bras tendu, qui joue un rôle de gendre idéal. Oui, mais je suis d'accord, on le voit que c'est un énorme faf. Sauf que sur les plateaux de télé, il n'a pas la même posture que Freisinger. Sur les plateaux de télé, pour le gars, la meuf de 60 piges, c'est pas pareil de voir Freisinger que Colli. D'ailleurs, les JUDC vont sortir un reportage sur l'insécurité. Oh, ça va être pico. Ça, on va se le mater, on va se le mater ici. Il n'avait pas un drapeau nazi chez lui. Freisinger, il avait un drapeau de l'armée allemande, de l'armée de mer allemande, je crois, de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Du coup, pour moi, ça veut pas dire qu'on est foutu. Pour moi, ça veut pas dire qu'on est foutu parce que je sais pas si vous connaissez Pas du Ring. C'est un YouTuber et Twitcher qui a fait un live super intéressant où il parlait avec Position Revue d'un graphique qu'ils ont fait pour montrer, en gros, un petit peu un graphique un peu dans cet ordre-là avec les différents candidats et candidates aux élections. Le live de la cartographie, exactement. Déjà, je vous conseille ce live rien que pour comprendre le principe, si pour vous c'est pas clair, de qu'est-ce qui définit une classe sociale. Rien que pour ça, je trouve que le live est bien. Je sais plus si c'est pas du stream ou... ouais, il s'est fait clasher par Alain Soral, ce qui est en général bon signe. Hein. Graphique de Dr Zoé. Avez-vous pris le temps de... Aujourd'hui, j'entends que... Non, c'est pas ça. Je crois pas que c'est ça. C'est ça. Bon, est-ce qu'on passe à de l'analyse? C'est ça. Ils ont fait un graphique pour montrer en fonction des classes sociales, je sais plus où ils le montrent en entier. Ouais, voilà. Donc travail, capital, exécutant aux dirigeants. Et ils en font toute une analyse. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils montrent que chez eux, l'évolution du RN, ça peut se comparer à l'évolution de l'UDC. Je vous remets juste le titre ici, si vous voulez aller voir. Pardon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Tac. Vous voulez aller voir? C'est pas mal. Ça permet de comprendre donc les classes sociales, mais ça permet de voir aussi qu'en fait, en termes de classe sociale, le parti qui se bat le plus contre la montée du RN, c'est la France Insoumise, en termes de classe sociale. C'est eux qui sont sur quasiment les mêmes classes sociales. Les Glucksmann, les écolos, etc., ne sont pas sur les mêmes classes sociales. Les Zemmour ne sont pas sur les mêmes classes sociales. Donc des classes sociales qui sont plutôt dans cette... Vous voyez pas ma souris? Pourquoi? Je sais pas. Donc ils sont plutôt dans le carré en bas à gauche. Et ça, pour moi, ça montre que, si on reprend ce graphique, que pour contrer cette avancée de l'UDC en Suisse, c'est pas en
en menant le combat sur le même terrain que l'UDC. C'est pas non plus en le niant, mais c'est en proposant un discours contradictoire aux mêmes classes sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se radicaliser à gauche, mais ça veut aussi dire parler à des classes sociales qui, elles, à qui ça va plus parler les questions, par exemple, d'antiracisme. Chose qui, pour l'instant, est relativement absent dans la gauche politique suisse. Enfin, gauche politique, ouais. Dans la gauche suisse. Mais donc, c'est pas inévitable. C'est pas inarrêtable, cette montée. On peut les arrêter. Voilà. Dégoter les confus plutôt que de convaincre les convaincus, oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Les personnes qui votent déjà UDC sont foutues. Et ça, c'est aussi les travaux de Pascal Chiarini, que j'avais en prof à l'université, qui est un politologue spécialiste des élections suisses, qui le montrait très bien. Il avait fait des vastes études après les élections fédérales en demandant qu'est-ce qui les avait convaincus de voter pour un parti ou un autre. Et ce que tu vois, c'est que, en fait, la plupart des gens votent comme son entourage, en fait. Votent principalement comme son entourage. Et quand il peut y avoir des changements, c'est pas des changements où tu passes de la droite à la gauche, mais c'est au sein de la gauche ou au sein de la droite. Mais une fois que tu as commencé à voter à droite, il y a peu de chances. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Venez pas avec un exemple. Oui, moi, je connais ce type. Oui, ça existe. Mais là où il y a les parts les plus grandes à gagner, c'est chez les personnes qui votent déjà à gauche et qui pourraient voter encore plus à gauche, et surtout chez les abstentionnistes et les primo-votants. Les primo-votants, c'est les personnes qui ont 18 ans et qui vont voter pour la première fois. Ça, c'est les personnes à convaincre, vraiment le socle à convaincre les abstentionnistes et les primo-votants. Les jeunes et les gens qui ne votent pas encore. Et surprise, surprise, en Suisse, les abstentionnistes, mais en France aussi, hein, les abstentionnistes sont principalement des classes sociales plutôt défavorisées, plutôt prolétaires, mais qui ont quand même des idées progressistes. Donc des personnes qui pourraient vachement être tentées par la gauche. Est-ce que tu penses qu'il faudrait ouvrier une nouvelle gauche ou prendre l'espace sur les partis des Verts PS? Vaste question. Vaste question parce que le truc, c'est qu'il faut prendre chaque pays dans sa particularité. Et le truc, c'est que, contrairement à la France, en Suisse, ça fait très longtemps que la gauche est très minoritaire. Voire, ça fait toujours, en fait. Si on ne prend pas en compte le moment où le PS était, jusqu'en 1943, extrêmement fort au Conseil national, mais ils n'étaient quand même pas majoritaires, ils n'avaient pas les pleins pouvoirs au gouvernement. Et dans l'histoire suisse, la conscience politique est quand même plus à droite. Donc selon moi, mais ça n'engage que moi, selon moi, il y aurait une plus grande utilité à avoir un PS et les Verts qui renforcent leur base, qui renforcent leur part électorale, et des partis de gauche radicale qui gagnent en termes de voix, obligeant le PS et les Verts à aller sur un terrain plus à gauche. Ça, pour moi, ça serait quelque chose d'intéressant. Tout en ne se tirant pas forcément dans les pattes. Mais si le PS et les Verts voient qu'il y a une montée des parts électorales dans des partis de gauche radicale, ça va les forcer à devoir prendre des positions plus radicales pour éviter de perdre toute leur voix. Et ça, pour moi, ensuite, l'intérêt que ça a, c'est que ça ramènera un discours au niveau médiatique plus à gauche. C'est comme ça que je le vois. Et après, c'est une analyse que je fais maintenant.
faut se souvenir que ce genre d'analyse, c'est le genre de choses à actualiser, mais constamment, jour après jour. C'est le genre de questions qu'il faut continuer à se poser. Moi, c'est ma position pour l'instant. Moi, je veux voir des partis de gauche radicale qui commencent à arriver sous la coupole fédérale et qui, à la fois, amènent de la force au PS et au Vert Verte, mais aussi les obligent à être plus fermes sur des questions de gauche, à être plus radicalisés sur des questions de gauche. Et ainsi à obliger également les journalistes à parler de « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Là, normalement, vous faites des compromis et maintenant, vous les refusez. » Oui, bah... Maintenant, on est de gauche. Maintenant, on est de gauche et vous allez faire quoi ? Mais faire des compromis, ça signifie se droitiser. De toute façon, dans un système politique où la majorité est à droite, et dans lequel le système économique est bourgeois et donc à droite, faire des compromis, ça veut forcément se dire se droitiser. Là où ça ne veut pas forcément se dire se droitiser, c'est quand tu fais des compromis entre une gauche et une gauche radicale. Là, les compromis peuvent ne pas signifier se droitiser, mais être soit un peu plus social-démocrate ou un peu plus gauche de rupture, comme on dirait aujourd'hui. Du coup, tu votes ensemble à gauche aux élections et pas PS ? Alors, normalement, le vote est secret, mais moi, je vote en général moitié ensemble à gauche, moitié POP. Parce que je trouve qu'il y a des positions du POP qui sont très intéressantes, que malheureusement, il y a parfois des positions qui sont désastreuses du POP, notamment sur les questions internationales. Et je trouve que sur les questions ouvrières en Suisse, c'est très intéressant. Voilà. Oh là là, ça en fait de la discussion. Ici, on a l'évolution des parts électorales. On continue dans la même veine. Depuis 1919 jusqu'en 2015. Après, sur Fribourg, on est un tantinet orphelin en termes de gauche électorale. Oui, je sais, et c'est ça le problème, c'est que... Et c'est pour ça aussi qu'on est venu là-dessus quand on avait... J'ai un blanc. Quand on l'a reçu pour son livre. Oh non, je m'en veux. Adrien Buclin. C'est pour ça qu'on avait cette question pour Adrien Buclin. Où est-ce qu'il voit Ensemble à gauche dans 10 ans ? Parce que si Ensemble à gauche réussit à construire une base suffisamment solide dans le canton de Vaud, Ensemble à gauche doit s'exporter à Neuchâtel, à Fribourg, dans le Jura, voire même outre-Sarine. Après, ça doit s'accompagner de mouvements sociaux. Je pense que ton analyse sur le compromis fonctionne seulement si on fait de la politique électorale et institutionnelle. On pourrait faire des compromis et pousser la droite vers la gauche, si par exemple on avait le mouvement social. Mais ça, c'est un problème aussi en Suisse, les mouvements sociaux. Depuis qu'on a ce principe de la paix sociale, de la paix du travail, qu'on a des conventions collectives de travail, donc depuis les années 50, ça fait que, en fait, ils ont tué la possibilité des mouvements sociaux en Suisse. Parce que les syndicats disent oui, ben on s'est assis à la table avec les patrons et on est tombé d'accord. Et donc les syndicats appellent que très rarement à la grève, appellent que très rarement à la manifestation. Et quand c'est fait, il y a très peu de gens qui suivent. Parce qu'il n'y a pas cette longue histoire de culture de mouvements sociaux. Mais une histoire de culture de mouvements sociaux, ça se construit aussi aujourd'hui et maintenant. C'est pas parce qu'il n'y a pas aujourd'hui et maintenant de culture de mouvements sociaux en Suisse que ça veut dire que ce sera toujours la réalité. C'est aujourd'hui qu'on doit commencer à la construire, cette culture des mouvements sociaux. Le problème, c'est qu'en Suisse, historiquement, ce qui a aussi freiné les mouvements sociaux, c'est le fait que, en fait, notre industrialisation s'est énormément reposée sur de l'industrie à forte valeur ajoutée. Ce que j'entends par là, c'est que notre industrie demande des ouvriers et ouvrières extrêmement compétentes dans l'horlogerie, dans la chimie,
dans la pharmacologie. C'est pas de l'industrie où tu peux avoir de la chair à canon d'ouvriers, genre les mines, genre la haute sidérurgie, genre les industries automobiles. Les industries automobiles, ça je l'étudiais aussi en master, en Allemagne et en France, c'est l'archétype des endroits où tu avais une forte syndicalisation, des forts mouvements sociaux, parce que tu avais des mauvais salaires, des mauvaises conditions de travail, mais aussi et surtout, c'est des industries où tu as des ouvriers en masse qui se retrouvent tous à la cafette à manger à midi, où ils discutent ensemble, ils tractent à midi ensemble à la cafette. Nous, on a une industrie où les ouvriers sont à leur place de travail. C'est pas des grandes usines, ils sont quelques-uns, une petite dizaine tout au plus. Et comme c'est des ouvriers fortement à main-d'œuvre fortement expérimentée, je ne sais plus quel est le terme, à forte valeur ajoutée, ça fait que, de fait, ils ont des salaires plus élevés. Et donc, un des problèmes, c'est qu'en Suisse, on a une certaine, ce qu'on pourrait appeler une aristocratie ouvrière. Si on reprend ce cadran-là, en Suisse, le problème, c'est que les personnes qui sont du côté du travail et pas du capital, donc les personnes qui sont ouvriers et ouvrières, ont tendance à être plutôt qualifiées, oui, hautement qualifiées, merci, ont tendance à être plutôt, tendance, hein, ne me tombez pas dessus, historiquement, ça a changé, mais plutôt à se trouver dans le carré en haut à gauche. C'est-à-dire, oui, c'est des travailleurs et travailleuses, mais déjà, ils n'ont pas les plus bas salaires qui existent en Occident, et ils sont reconnus pour leur travail également. C'est pas des hauts dirigeants, c'est pas des PDG, mais c'est pas non plus du salarié intérim que tu peux changer de semaine en semaine, peu importe, parce que le travail est tellement répétitif et tellement débilisant que tu peux le faire en boucle. Et donc, ça, l'aristocratie ouvrière, c'est aussi ça ce qui historiquement a ralenti les mouvements sociaux en Suisse. Et ce qui a permis de mettre en place la paix du travail. C'est que si tu as déjà un niveau de salaire qui est quand même pas dégueulasse, qu'en plus de ça, les mouvements sociaux vivent principalement des masses et que ton travail ne demande pas d'avoir une masse ouvrière, mais des individus ouvriers, bah ça ralentit, ça diminue la capacité de créer le mouvement social et de mobilisation surtout, de mobilisation. Débilisant, je dis que c'est le travail qui est débilisant. C'est pas que c'est la personne, loin de moi cette idée. Non, le travail. C'est les temps modernes de Charlie Chaplin, qui le disait déjà dans le temps, quand tu le vois à la chaîne, à faire les mouvements répétitifs, et il doit suivre la cadence. C'est ça qui est débilisant. Et le canton de Fribourg, c'est encore autre chose. Je lisais un livre qui est super intéressant, qui est même pas vraiment de gauche, mais qui permet de voir un peu ces particularités en fonction des villes par rapport à leur histoire, de comment elles se sont créées, comment leur bourgeoisie s'est créée, qui s'appelle Histoire de la Suisse en un clin d'œil. Celui-là. Histoire de la Suisse en un clin d'œil. Alors au début, je l'ai pris sans être... Oui, aliénant, c'est un mot plus juste, oui. Au début, j'avais des doutes parce que Joël Kuntz est journaliste autant, donc je me suis dit, est-ce que ça va être bon? Et en fait, c'est un tout petit livre qui revient sur l'histoire de la Suisse et sur la fin du livre, qui vient sur l'histoire des différentes grandes villes suisses. Et ça permet de voir un petit peu les logiques de comment est-ce que la bourgeoisie et la classe ouvrière s'est développée, et de comprendre la logique, par exemple, de la Zurich économique, de la Berne politique, et aussi de la Fribourg, qui est restée extrêmement liée à l'Église.
Si tu utilises le mot aliénant à la place de débilisant, tu vas justement t'aliéner les gens qui sont pas matrixés de politique. Je suis en partie d'accord en soi. Et débilisant, je trouve que c'est fort comme mot et donc ça peut être utile. Est-ce que la classe ouvrière en Suisse, c'est pas simplement les femmes comme elles travaillent dans le Caire? Alors, justement, ça c'est un deuxième point aussi de pourquoi est-ce qu'on a une gauche faible en Suisse. C'est que premièrement, les femmes en Suisse, elles ont le droit de vote que depuis 1971. Donc 50% de la population suisse n'a le droit à son mot que depuis 1971, donc que depuis 50 ans. Ce qui est très peu de temps, en somme, et ce qui enlève une part énorme de potentiel de vote à la gauche, de potentiel de mouvements sociaux, etc. Parce que, évidemment, les mouvements sociaux sont également liés à ta capacité de politisation par l'utilisation de tes droits démocratiques. Donc ça, c'est un fait. En plus de ça, il y a tout le travail non rémunéré de care des femmes qui sort encore plus de la logique de capacité de mobilisation des mouvements sociaux. Parce que ce que je vous disais avec le fait que quand vous travaillez dans une industrie avec une main-d'œuvre hautement qualifiée et donc il n'y a pas des ouvriers de masse, etc. C'est encore plus vrai quand tu fais du travail de care seul chez toi, du travail domestique seul chez toi. C'est encore plus vrai. Tu peux encore moins facilement te mobiliser dans ces cas-là. Et un autre point, c'est que la Suisse est un des pays les plus restrictifs pour la naturalisation et donc acquérir le droit de vote aux étrangers. Or, c'est un des pays où le taux d'étrangers dans la classe ouvrière est la plus élevée. Historiquement, hein, c'est pas que depuis que l'UDC s'est réveillé et dit « Ah, les Arabes et les Noirs ». C'est historiquement, tu regardes les chiffres du début du XXe siècle et même avant, tu avais une énorme part d'étrangers en Suisse. Et cette naturalisation rendue si difficile fait que une part importante de la classe ouvrière suisse n'a pas le droit de vote. N'a pas le droit de vote. Il y a une initiative qui a encore été lancée pour faciliter l'acquisition de la naturalisation et donc du droit de vote aux étrangers. Parce que ça peut faire 5 ans que tu es là, tu travailles depuis 5 ans, tu payes tes impôts, machin, patati, patata, tu n'as pas le droit de vote. Et la Suisse a un taux d'étrangers dans son industrie, enfin, industrie ou juste en tant que classe ouvrière, énorme. Et ces étrangers n'ont pas le droit de vote. Donc ça fait que notre classe ouvrière, et on le rappelle, hein, la gauche repose essentiellement sur les classes ouvrières pour évoluer. Bah, elle ne peut pas compter sur eux. Et elle, mais pas à cause des étrangers, mais parce que ces gens n'ont pas le droit de vote. Donc, avec tout ce qui a été dit là, ça montre pourquoi c'est si difficile en Suisse d'avoir une gauche combative, oui, mais surtout qui gagne des voix importantes au niveau des parlements. Mais ça ne veut pas dire pour autant tous ces points ne sont pas immuables. C'est tous des points qui peuvent changer. La capacité de mobilisation, la politisation des femmes et des étrangers, etc. C'est des choses qui peuvent être changées et qui doivent être changées. D'où également la raison d'exister, notamment des TEICOS. C'est que par le discours, par la création de médias de gauche, tu peux apporter enfin un discours de gauche et potentiellement aider à l'effort de la mobilisation pour des mouvements sociaux ou pour des élections. Moi, ma unpopular take, c'est que l'électorat chrétien est un allié potentiel récupérable dans la lutte contre l'ultralibéralisme et l'impérialisme, mais je travaille encore sur mon argumentaire et ma stratégie. Moi, en soi, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, le christianisme, sous certaines formes, et ça se voit notamment, après, ça peut pas être récupéré ici, mais en Suisse, mais ça se voit sous sa forme notamment de la théologie de la libération en Amérique latine. Tu peux avoir du christianisme de gauche.
Et les cantons fortement chrétiens ne sont pas perdus à la cause. On pourrait avoir un retour d'une partie des chrétiens suisses à gauche. Ça serait possible. Non, mais je ne veux pas dire que c'est faux. À Fribourg, il y a une gauche chrétienne sociale. C'est aussi le cas en Valais. Mais ils font régulièrement recours à l'autoritarisme dès qu'il y a un changement qui va un peu trop loin pour eux. Oui, alors, on peut avoir des chrétiens de gauche. Il ne faut pas non plus leur donner tout le pouvoir. Hein. Mais oui, Jésus révolutionnaire. Excuse-moi, Jésus révolutionnaire. Moi, on m'a fait bouffer du Jésus. J'ai fait ma confirmation, première communion, etc. On m'en a fait bouffer du texte de Jésus. Et bah franchement, Premier Testament, pas le cas. Hein. Et le Second Testament, t'as vraiment des parties où t'es là. Pas con ce qu'il dit. Pas con ce qu'il dit. Ça serait cool qu'on le suive. Ça serait pas mal si les chrétiens avaient vraiment lu ce qu'il a dit. Ou qu'ils avaient vraiment compris que ce qu'il disait, c'était pas juste genre une petite poésie, mais que c'était un truc à appliquer ici et maintenant. D'où les minarets? J'ai pas compris ça. Pain à glace en roue libre. Et oui, pas comme tellement l'Empire n'a jamais pris fin sur Blast, qui fait des analyses intéressantes et parfois marrantes de l'histoire du christianisme en France. Moi, j'aime beaucoup Jésus, même si je suis pas chrétien, mais bordel, j'ai rencontré plus d'athées laïcards qui appliquaient la doctrine de Jésus que par des chrétiens politisés. Oui, et ça, c'est chiant. Il avait déjà, le texte. À la limite, les vrais chrétiens, ils auraient même pas eu besoin d'avoir Marx. À quelques détails près, quand même. Mais vous voyez l'idée, quand même. Ces trous de balles, ils se sont torchés le cul, ils ont juste gardé les quelques lignes qui leur plaisaient, et puis ils ont complètement oublié les parties révolutionnaires. Les chrétiens politisés à Fribourg, en tout cas, tout ce qui les intéresse, c'est la soumission à l'autorité. Ouais, oui, mais ça, c'est pas... Ça, pour le coup, pour moi, c'est la partie du christianisme qui est due aux institutions du christianisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'Église catholique romaine ou ce genre de délire. C'est pas dû au texte en lui-même. Après, Marx, il a mené l'aspect scientifique du socialisme justement en réponse au socialisme utopiste chrétien de son époque. C'est un peu pour ça que je disais en rigolant, à quelques détails près, parce que tu as totalement raison, ce officiel. C'est que justement, les... Saint-Simon et autres. Saint-Simon, c'était un socialiste utopiste de la fin du XVIIIe siècle. Ils étaient justement dans cette idée de partage, etc., mais sans compréhension scientifique du capitalisme, des mouvements historiques de l'économie, de la lutte des classes, etc. Et Marx a permis d'avoir cet apport scientifique qui permet parfois de tenir des lignes un peu plus droites que quand t'es juste socialiste utopiste. Voilà. Parlez à un chrétien de gauche, dites que vous n'aimez pas Israël et vous verrez sa réaction, c'est très drôle. Oui, alors ça c'est aussi, il y a quelques zones d'ombre, hein, ça on va pas se le cacher chez les chrétiens. On va pas se le cacher du tout, c'est... merci Fanaglas. T'as offert un abonnement à Sauce Officiel. Et d'ailleurs, bienvenue, hein, Sauce Officiel. Bienvenue dans le chat, j'ai vu que c'était ton premier message. Bon, du coup, on va juste finir là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit dans ce graphe? Premièrement, que ça bouge pas tant que ça. Hein. Oui, mais Fanaglas, c'est aussi pour ça que t'es venu sur ce live, non? On voit que ça change pas tant que ça. On voit que l'UDC, avant 1985, avait déjà sa base. Hein. Ils ne sont pas sortis de nulle part, ils avaient déjà leur base. Mais plutôt agraire. Et ensuite, avec le tournant zurichois, qu'ils ont vraiment gagné.
on voit que le PLR, qui est vraiment le parti historique suisse, ou pour être plus précis, c'est le parti radical, qui est le parti historique suisse, qui a fondé la Suisse moderne, mais qui, en 2008 ou un truc comme ça, s'est lié avec le parti libéral. Bah, eux, on voit que ils sont partis d'une base électorale la plus grande, en 1919, et maintenant, ils sont dans le dur. Ils sont vachement dans le dur. Et ça se ressent. Ils ont des petits sursauts. Parfois, ils essayent de faire du Trumpisme. Parfois, ils essayent de faire un espèce de droite sociale, on ne sait pas trop comment. Ils essayent de trouver leur chemin. En vrai, ça fait un moment que je vous suis. Je regarde de temps en temps vos streams. Ça fait du bien d'avoir du stream de gauche en Suisse. Bah, merci, ce officiel. J'aime bien ce graphe, on voit vraiment que l'UDC a gratté l'électorat bourgeois du PLR. Oui, et ça, c'est un point important. Alors, l'électorat bourgeois, je sais pas. Moi, je pense qu'ils ont gratté une part de l'électorat confus du PLR. Est-ce qu'il est vraiment bourgeois? Ça, c'est une autre question pour moi. Parce que si t'es retraité et que t'as une maison, pour moi, t'es pas forcément bourgeois. Oui, t'as un peu plus de capital que quand t'es juste ouvrier et que tu as 0 à la fin du mois, oui. Mais t'es pas un bourgeois, tu vois. T'es pas le banquier de la place genevoise, tu vois. T'es pas Christian Lucher. Mais ils ont gratté des droitards confus au PLR, ouais. Ils ont pas gratté à la gauche. Encore, leur parti défend leurs intérêts. Oui, mais l'UDC agrarienne, ils comprennent rien à rien de toute façon. Enfin, eux, c'est vraiment les paumés du... Paumés. Raciste n'égale pas bourgeois non plus. Oui, exactement. C'est ça, malheureusement, la triste vérité. C'est que le racisme sert à la bourgeoisie, mais le racisme n'est pas détenu que par la bourgeoisie. Belle phrase, ça. Notez-la. On voit également le centre, donc PDC, qui est ce parti démocrate chrétien, qui à la base était anti-parti radical. En très gros, le PDC, c'est eux qui ont fait la guerre au parti radical pendant la guerre du Sonderbund en 1847, ce qui a ensuite donné la Suisse moderne en 1848. Parce que le PDC, ils étaient plutôt conservateurs à ce moment-là, d'ailleurs toujours maintenant, hein, on va pas se le cacher, et aussi ils voulaient garder un État très fédéraliste, très avec les cantons qui ont leur propre pouvoir, etc. Alors que le parti radical était pour une modernisation de l'État et était pour une centralisation de l'État. Tu définirais comment le racisme? Taux TVA, merci. Putain, il est 22h22. Définir le racisme comme ça de but en blanc. Comment le... Attends, parce que c'est le genre de truc où je vais te sortir une phrase et ensuite je vais me dire non, mais c'était pas très clair ou c'était pas très juste. Alors, racisme tout court. Ouais, discrimination structurelle basée sur les origines, j'aurais tendance à être d'accord. J'aurais tendance à être d'accord avec ce que tu dis, Méduse. Et en même temps, en disant ça, basé sur les origines, c'est pas que ça, parce qu'ensuite, il y a une racialisation de l'origine. Historiquement, tu vas faire une différenciation raciale, pas forcément biologique, mais aussi culturelle et sociale, en essentialisant une personne par rapport à ses origines, essentialiser. Donc tu vas réduire un individu à ses origines et à son appartenance religieuse ou ethnique. Et tu vas en tirer des conclusions qui hiérarchisent les individus en fonction de leur appartenance religieuse ou ethnique. Et sur cette base-là, le racisme tel que moi je l'entends, qui est un racisme structurel et systémique, c'est que sur cette base de discrimination essentialisante en fonction des origines ethniques ou religieuses,
tu vas créer un système et une structure qui discrimine non plus individu par individu, mais systématiquement toutes les personnes appartenant à ce groupe d'individus. Je sais pas si... Ouais. Parce que le problème, c'est que tu vois, le racisme s'exprime d'une manière différente entre l'Europe du 19e siècle et l'Europe au 21e siècle. Au 19e siècle, ils vont vraiment baser sur la question biologique. Au 21e siècle, les racistes, ils vont pas baser sur la question biologique, ils vont baser sur la question culturelle. Donc pour moi, tu peux pas... Oui, l'histoire du racisme s'explique, enfin, se trouve dans la biologisation des races, mais aujourd'hui, si on dit ça, que c'est toujours le cas aujourd'hui, à ce moment-là, il y a plus que très peu de racisme parce qu'il y a plus grand monde qui l'explique par la biologie et beaucoup plus de monde qui l'explique par le culturel. J'espère que ça répond un peu. Mais pour moi, il faut qu'il y ait la question de hiérarchisation, essentialisation, c'est-à-dire que tu réduis l'individu à ton interprétation de son origine, et ça doit être structurel et systémique. Ça veut dire que ça n'est pas juste une discrimination individuelle. Parce que on m'a traité de sale blanc, etc. Certes, c'est une discrimination. Certes, c'est con. Certes, ça ne devrait pas être fait. Mais ça n'est pas pour moi du racisme parce qu'il n'y a pas cet aspect structurel et systémique. Voilà, j'espère que ça répond un peu. Et si ça vous convient, on va en rester là.